Alors, bonjour à vous et bienvenue de nouveau dans mon sous-sol. Sentez-vous chez vous, mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, on va couvrir trois sections du livre, comme on aurait fait normalement en classe lundi le 30 mars. On va couvrir les sections 5.7, 5.8 et 5.9 du manuel. Ça va se faire en trois capsules différentes sur YouTube. Vous aurez déjà reçu l'information où trouver ces capsules-là et les regarder. Euh, dans chacune des sections, je vais présenter rapidement la théorie. Je vais couvrir un exemple du livre et je vais résoudre pour vous un des exercices que je vous recommande de faire. Normalement, quand je fais ces exercices-là avec vous en classe, je vous laisse un peu de temps pour les faire, ensuite de quoi je vais vous aider, je vais donner la réponse au tableau. On va aller, dans ma présentation, je vais aller immédiatement à vous donner la réponse, ce qui en principe n'est pas de la très bonne pédagogie, mais il faut faire avec les circonstances. Je vais m'attendre cependant à ce que vous fassiez le travail vous-même de bien comprendre ce qui est dans les exemples que je vais résoudre et de bien l'adapter aux autres exercices que vous avez à faire. Pourquoi fait-on des exercices? On les fait premièrement pour bien s'approprier euh, la théorie, la terminologie, les techniques, parce que dans notre cours de mécanique, surtout à notre niveau ici, on ne fait pas des exercices de haute ingénierie. On apprend surtout à développer une méthode de travail. Or, il faut quand même prendre l'ensemble de tout ça. Or, les exercices servent à s'assurer qu'on a bien maîtrisé euh, la théorie. Or, vous aurez à en faire et je vous dois vous mettre en garde. Je ne ferai pas tous les exercices pour vous. Je vais en choisir. Je vais faire ceux que j'aurais fait en classe pour vous normalement. Et si vous avez des difficultés avec les autres, vous pouvez toujours me contacter par Colnet. J'essaierai de vous aider, mais ce sera après avoir regardé dans votre cahier de notes ce que vous aurez déjà commencé à faire. Donc, je veux m'assurer que vous avez produit un travail par vous-même. C'est la seule façon d'apprendre. Le reste, recopier les exercices du professeur, c'est du bourrage de crâne et en principe, vous n'aimez pas ça, ni moi non plus. OK, alors on va naviguer constamment entre la caméra, PowerPoint, le livre numérique, on va revenir, on va repartir. De temps en temps, je vais avoir des, euh, des moments où je vais prendre un peu de temps parce que je ne sais plus où j'en serai rendu dans mon scénario, mais on va essayer de faire de notre mieux pour réduire les hésitations. Alors, pour commencer, on va aller tout de suite à regarder notre PowerPoint. Dans la section 5.7, le thème de la section 5.7, c'est le poids apparent d'un objet. Qu'est-ce que le poids apparent d'un objet? Ben, c'est défini ici. Oups. C'est défini ici, c'est la force de contact nécessaire à le supporter. Ici, on donne l'exemple d'un petit bonhomme qui est dans un ascenseur. Mais ça pourrait être vous sur le plancher de la cuisine. Euh, la Terre attire le petit bonhomme vers le centre de la Terre et pourtant il est immobile dans l'ascenseur. Pourquoi? Parce que sur lui, il y a deux forces. Il y a le poids exercé par la gravitation vers le bas, mais s'il ne bouge pas, s'il reste immobile, c'est parce qu'il y a une autre force qui s'exerce sur lui. C'est cette force-là qu'on a appelée la normale. En ce moment, dans cet exemple-ci, la normale, c'est ce qui pousse, c'est la force exercée par le plancher de l'ascenseur sur notre petit bonhomme et c'est par conséquent le poids apparent de notre petit bonhomme. Ne faites pas cette expérience-ci, mais si jamais vous tombiez dans le vide, le poids, donc la gravité, s'exercerait toujours sur vous.
auriez le même poids, mg, mais vous ne sentiriez aucune force s'exercer sur vous. Vous seriez en train de tomber en chute libre. Le fait que vous sentiez votre poids quand vous êtes dans l'ascenseur, c'est parce qu'il y a une force qui s'exerce sur vous, et c'est celle du plancher de l'ascenseur. Et cette force de contact nécessaire à vous supporter, c'est celle qu'on va appeler le poids apparent d'un objet. Dans d'autres applications, on verra que le poids apparent n'est pas toujours parfaitement à la verticale. Par exemple, le poids apparent d'un corps sur un plan incliné. On va aller regarder l'exemple, cet exemple 5.8 là. Je vais me déplacer vers le volume numérique pour le lire avec vous. L'exemple 5.8. Bon, dans cet exemple-là, on a justement notre petit bonhomme et on dit qu'il a une masse de 65 kg et on veut savoir son poids apparent pour 3 circonstances différentes. Soit l'ascenseur est en train d'accélérer vers le haut, on monte en accélérant, soit l'ascenseur continue à vitesse constante, donc 0 accélération, ou soit l'ascenseur est en train de ralentir au même taux de 1,60 mètres secondes carrés. Dans ce cas-là, l'accélération est vers le bas. Retournons à notre diapo pour voir comment on va traiter ce problème-là. Or ici, on retourne à notre diapo. OK, alors on va regarder comment traiter les 3 premières situations. Dans la première situation, l'accélération est vers le haut. J'ai fait ici ce qu'on appelle le schéma de la situation, qui sera suivi de notre diagramme de force et enfin des équations de la dynamique. Ça, c'est la technique qu'on va appliquer tout le temps dans toute la partie dynamique, donc dans ce deuxième module de notre cours. Dans la première partie, l'ascenseur est en train d'accélérer vers le haut. On va prendre comme pratique de faire un système de coordonnées toujours d'une façon qui est au moins un de ces axes qui soit dans la direction de l'accélération. Or, ici, on a représenté notre petit bonhomme, un système de coordonnées vers le haut, les forces qui s'exercent sur lui, le poids, parce que la gravité est toujours là, et la normale exercée sur lui vers le haut. Notre diagramme de force représente notre bonhomme par un seul point, les forces s'exerçant sur lui, la normale due au plancher de l'ascenseur et le poids dû à la gravitation. Système de coordonnées, accélération. L'équation de la dynamique, la somme des forces dans la direction Y, ben, il y a N qui, par rapport à notre système de coordonnées, est un vecteur positif, donc plus N. Mais il y a P, le poids, qui, par rapport à notre système de coordonnées, est négatif, donc N moins P. La somme des deux forces en Y, selon la deuxième loi de Newton, est égale à MA, c'est-à-dire la somme des deux forces a pour résultat l'accélération A sur le corps de masse M. On veut isoler le poids apparent, donc on passe le poids P qui est mg de l'autre côté, et on voit que l'accélération de ce corps-là est maintenant non pas seulement g, mais A plus g. Notre bonhomme se sent plus lourd, il se sent alourdi en raison de l'accélération. Vous ressentiriez la même chose d'un ascenseur qui est en train d'accélérer vers le haut. Le pilote d'avion qui est en train d'accélérer fortement vers le haut ressent lui aussi un poids augmenté. On dit parfois qu'il est en train de subir plusieurs G, 5G, 7G. 7G, c'est un peu un maximum pendant une vingtaine de secondes. Si on a trop d'accélération vers le haut, le sang quitte le cerveau et s'en va vers le bas du corps et on a étourdissement, évanouissement. On va aller voir la deuxième situation. Dans la deuxième situation, notre ascenseur est réputé monter à vitesse constante. On peut mettre l'accélération vers le haut ou vers le bas, c'est indifférent.
j'ai décidé de garder le système de coordonnées parce qu'il en faut toujours un. Les forces sont vectorielles. Le système de coordonnées est vers le haut. On a, par rapport à ceci, notre équation de la dynamique, N moins P égale 0. Première loi de Newton. Et la somme des, si on a une vitesse constante, c'est que l'accélération est 0, donc la somme des forces doit être 0. Et on trouve dans ce cas-là que N égale P, donc le poids apparent est égal au poids, au vrai poids gravitationnel. Dans la troisième situation, notre ascenseur est toujours vers le haut, mais il est en train de ralentir, donc l'accélération est vers le bas. Suivant la méthode que nous allons toujours appliquer, notre système de coordonnées va être en sorte qu'au moins un de ces axes pointe dans la direction de l'accélération. Donc, ici, on a mis l'axe des Y vers le bas. Dans le diagramme de force, on l'a représenté ici, mais les équations de la dynamique font que maintenant, contrairement à ici où P était négatif et N positif, cette fois-ci, P est positif. Il est dans la même direction qu'Y et N est négatif. On a P moins N égale MA, on isole N et on trouve que le poids apparent est maintenant un poids allégé. G moins l'accélération de l'ascenseur. Et à la limite, si l'ascenseur était lui-même en chute libre vers le bas, on aurait G moins G. On aurait donc un poids apparent nul. Pourquoi? Ben parce que vous seriez littéralement en train de flotter dans votre ascenseur. Vous n'auriez plus de contact avec le plancher de l'ascenseur. Vous n'auriez donc plus sur vous aucun poids apparent, qui est la force de contact nécessaire à vous supporter. Les astronautes qu'on voit flotter dans la station internationale ne sont pas en apesanteur. Ils sont en chute libre et leur poids apparent est G moins G. Leur poids apparent est 0. On va maintenant retourner ici à nos diapos. On va continuer. On va faire une application à l'exercice 33. Alors, je vais le commenter au complet avec vous et donner la solution. Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, vous aurez à bien le comprendre vous-même et à être capable de le répéter et à l'associer à d'autres situations. Alors, on va aller au livre numérique pour bien lire le problème. Donc, exercice 33. On plonge une sphère d'acier dans une piscine d'eau. Le diamètre de la sphère, on donne les données. La densité volumique de l'eau en grammes par centimètre cube, celle de l'acier. On demande quel est le poids de la sphère, donc la force exercée par la Terre sur la sphère, et quel est son poids apparent. On se souvient qu'on remarque que la sphère est en ce moment déposée sur le fond de la piscine et que le fond de la piscine exerce donc une force vers le haut sur la sphère. On va revenir à nos diapos et regarder comment on va faire cela. Oui, on va y arriver. OK. Alors ici, on regarde le schéma général de la situation. On a la sphère d'acier déposée au fond de la piscine. S'exerce sur elle trois forces. Le poids P, parce qu'on n'a pas enlevé la gravité de la Terre. La force, la poussée d'Archimède vers le haut, parce que l'eau qui a été déplacée par la sphère pousse sur la sphère. C'est comme si l'eau voulait reprendre sa position et il exerce une poussée, l'eau exerce une poussée vers le haut. On se rappelle que cette poussée-là est égale au poids d'eau déplacé par la sphère. Et il y a évidemment la normale exercée par le fond de la piscine sur la sphère. Comme la sphère est maintenant immobile au fond de la piscine,
il va falloir que les trois forces, la somme des trois forces, soit 0. On nous demande dans un premier temps de calculer le poids de la sphère. Le poids, c'est mg. M, c'est la masse de la sphère. Comment on calcule la masse? La densité volumique fois le volume. Si on regarde les unités, densité volumique kg par mètre cube, fois un volume en mètres cubes, les mètres cubes s'annulent, et on a bien une masse en kilogrammes. Coché. La masse, si on met les chiffres, 7900 kg mètre cube, 4 tiers pi r cube, le rayon 5 cm, ça donne 4,14 kg. OK, je vais toujours vous encourager à travailler dans le système standard, kilogramme, mètre seconde. Et ici, on nous a donné des densités volumiques en grammes par centimètre cube. Comment passe-t-on de grammes centimètre cube à kilogramme mètre cube? Voici comment on opère. On part de grammes par centimètre cube. On veut faire disparaître les grammes donc, et faire apparaître des kilogrammes. On note qu'il y a 1 kilogramme pour chaque 1000 grammes. Les grammes vont disparaître. On veut faire disparaître les centimètres cubes et les remplacer par des mètres cubes. On multiplie, on note qu'il y a 10 à la 6 cm cubes dans un mètre cube. Les centimètres cubes sont disparus. On fait les calculs, donc 7,9 divisé par 1000 multiplié par 10 à la 6, ça donne bien 7900 kg par mètre cube. Petit retour, comment est-on arrivé à 10 à la 6 cm3 dans un mètre cube? Prenez un cube de 1 mètre cube. Ce côté-ci, pour 1 mètre, j'ai 10 à la 2 cm. 1 mètre ici, 10 à la 2 cm. 1 mètre là, 10 à la 2 cm. Ça fait bel et bien 10 à la 2 fois 10 à la 4 fois 10 à la 6 cm3. Si on voulait des centimètres carrés pour l'air, on saurait qu'il y a 10 à la 4 centimètres carrés. On va maintenant aller regarder la deuxième question, soit quelle est la force normale ou le poids apparent de la sphère. On refait ici notre diagramme de force, Y vers le haut, les deux forces, la normale, donc le poids apparent, la poussée d'Archimède et le poids vers le bas. L'équation de la dynamique, on fait la somme des forces en Y, égale 0 parce que le corps est à l'équilibre. N plus FA moins P égale 0. La force d'Archimède, c'est le poids d'eau déplacé. Donc, ici, on a le poids de la sphère qu'on avait calculé à 40,6 newtons ici, en introduisant la masse dans l'équation du poids. On a donc notre 40,6 newtons ici, moins la force d'Archimède, qui est le poids d'eau déplacé, donc la masse d'eau fois G. La masse d'eau, ben, c'est la densité volumique de l'eau fois son volume. On applique le même raisonnement que plus haut. On trouve 0,52 kg pour l'eau. Et en faisant l'un moins l'autre, on trouve que le poids apparent est de 35,5 newtons. On voit donc que le poids apparent est inférieur au poids gravitationnel. Pourquoi? C'est en raison de la poussée d'Archimède. On va maintenant revenir à... on a terminé la section 5.7. Je vais juste couvrir rapidement un principe qui est extrêmement important et dont vous allez entendre parler dans votre troisième cours de physique en ondes optiques et physique moderne. La deuxième loi de Newton nous dit que F égale ma. M ici est la masse inerte, c'est-à-dire ce qui résiste au changement de mouvement ou à l'accélération. Toutes les forces, toutes les sortes de forces conduisent à ma. La gravité, le poids, est une sorte de force qui est égale à mg. Cette masse-là, qu'on appellera la masse gravitationnelle, mg, le poids gravitationnel, donne l'accélération AY à la masse inerte. On déduit que AY est égal à mg sur mi fois g. En principe, il n'y a rien, absolument rien, qui oblige la masse gravitationnelle à être égale à la masse inerte. Vous apprendrez dans votre cours d'électricité que deux particules chargées
ont une intensité d'interaction entre elles qui est en rapport à ce qu'on appelle leur charge électrique. On dit de même manière que deux On dit de même manière que deux masses gravitationnelles ont entre elles une interaction qui est reliée à l'intensité, un poids qui est relié à l'intensité de leur interaction. Comme on a pu dire que la charge électrique donnait l'intensité de l'interaction, on pourrait, et on dit souvent, que la masse, c'est la charge gravitationnelle. C'est ce qui donne l'intensité d'interaction gravitationnelle entre deux corps. Il n'y a donc rien en principe qui oblige la masse gravitationnelle mg à être égale à la masse inerte mi. Mais Newton avait déjà fait quelques exemples qui lui avaient montré qu'elles étaient très très proches l'une de l'autre, au moins à 1/1000 près. Depuis un siècle après Newton et depuis plus récemment, on sait que la masse inerte et la masse gravitationnelle sont égales à au moins 10 à la 13 près. 10 à la moins 13. Et ça a servi de principe le plus profond à Albert Einstein à développer sa théorie de la relativité générale, dans laquelle il arrive à dire que la gravité, son résultat, c'est de changer la géométrie de l'espace-temps. Je n'irai pas plus loin là-dessus, mais juste pour dire combien a été important pour Einstein le principe d'équivalence. Il a dit que ça avait été l'idée la plus heureuse de sa vie de penser à ça. Et l'image qu'il donne, c'est celle d'un petit bonhomme dans un ascenseur, comme on vient de voir. Quand le petit bonhomme est tiré vers le haut, revenons à notre petit bonhomme. Si notre petit bonhomme est tiré vers le haut par un moteur, ses pieds vont être plaqués vers le bas parce que, en quelque sorte, l'ascenseur est toujours en train de pousser sur lui. Mais si cet ascenseur-là était flottant dans le vide et qu'il soit tiré par une corde, notre petit bonhomme ne pourrait pas regarder dehors et ne saurait pas. Est-ce que je suis dans le vide en train d'être tiré par un petit moteur, une fusée, ou bien si je suis au sol et est en train d'être attiré vers le bas par la Terre, par la gravité? Et c'est ce qui a amené Albert Einstein, par une suite de développements mathématiques et théoriques, à sa plus grande réalisation, qui est la relativité générale. OK, alors ceci va conclure pour notre capsule sur le poids apparent, 5.7, section 5.7 du manuel. Je vous répète que dans le contenu du module 2 que je vous ai donné en début de session, je vous recommande un certain nombre d'exercices à faire sur cette section-là, mais vous devez aussi et vous devriez d'abord lire la section 5.7 et les quelques exemples qui y sont donnés. Ces exemples-là vont très bien vous illustrer comment mettre en pratique la théorie. Alors, lisez-les, approfondissez-les, comprenez la capsule que je viens de vous donner avant d'aller faire vous-même des exercices. Alors, bonne chance dans ça. Et ce sera tout pour cette capsule. On se retrouve pour la prochaine.